Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très content, très chers abonnés et très chers auditeurs, car l'épisode 12, donc cet épisode, hein, la première partie, fait beaucoup de vues, hein. On est déjà à 523 vues aujourd'hui, on est le dimanche de juin, donc ça me fait vraiment très plaisir, j'ai pas mal de j'aime. Donc comme quoi, les épisodes War Drive aussi, certains épisodes plaisent beaucoup. Tout dépend en fait du sujet, hein, sur lequel on parle, hein. Je suis en train d'observer cela en ce moment. Il y a des épisodes qui font vraiment pas de vues, hein. J'en ai un par exemple là qui fait 15, qui a fait que 15 vues, hein, l'épisode 9.2. Pourtant, c'est un épisode qui est hyper intéressant, mais apparemment vous, ça ne vous intéresse pas. Et pareil, hein, là j'ai l'épisode 10.2, hein, les perspectives futures pour l'acquisition de la matière exotique, qui n'a fait que 147 vues. Pourtant, c'est un épisode qui est incroyable. Mais bon, j'essaye de comprendre aussi avec vous, hein, je m'adapte et je vois que ça vous plaît en tout cas, tout ce qui est, défis de navigation et de communication. Donc on va commencer sans plus tarder, donc la partie numéro 2 de cet épisode numéro 12, et on s'était arrêté donc aux technologies et stratégies innovantes, hein, pour surmonter justement les fameux obstacles donc on a parlé dans la première partie, hein. Il y a des technologies et des stratégies de navigation et de communication qui sont innovantes et qui seront nécessaires de toute façon. Alors, on va commencer sans plus tarder par la navigation par distorsion spatiale. On va faire un petit résumé, une petite introduction là-dessus, et on va continuer tranquillement. Allez, c'est parti. Bon épisode à tous. Donc, parlons de la navigation par distorsion spatiale. Alors, cette fameuse navigation par distorsion spatiale, elle représente une avancée technologique cruciale, hein, pour les voyages supraluminiques. Cette méthode, elle repose sur la capacité de cartographier et de manipuler, hein, les distorsions de l'espace-temps afin de maintenir une bulle qui est stable autour du vaisseau, hein, basée sur la métrique d'Alcubierre. Donc il y a une explication approfondie de ce concept et de ses implications que vous avez déjà connues tout au long des épisodes que je vous ai créés, mais ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Alors, le principe de la distorsion spatiale. Tout d'abord, nous avons donc la métrique d'Alcubierre. Cette métrique d'Alcubierre elle propose une solution aux équations de la relativité générale d'Einstein, hein, qui permet de contracter l'espace-temps devant un vaisseau et de l'étendre derrière lui. Et ça crée ainsi une bulle de distorsion, hein, qui pourrait théoriquement dépasser la vitesse de la lumière. Le vaisseau en soi, en fait, il ne se dépasse pas, hein, plus vite que la lumière, hein, à l'intérieur de cette bulle. En fait, c'est l'espace-temps autour de lui qui est déformé, hein. Et après, on a le deuxième principe de la distorsion spatiale qui est le maintien de la bulle. Donc pour naviguer efficacement, il est crucial de maintenir la stabilité de cette bulle de distorsion et ça implique des ajustements continus de la courbure de l'espace-temps pour compenser les perturbations et assurer une trajectoire stable, hein, pour pas qu'on se retrouve dans une planète, quoi, ou dans une étoile. Maintenant, on va parler un peu des technologies de cartographie spatiale. Normalement, tout ça, c'est un rappel, hein. J'ai déjà fait des épisodes là-dessus bien détaillés. On a les capteurs spatio-temporels avancés, bien sûr. Donc ces capteurs, ils doivent être capables de détecter, hein, les infimes variations dans la courbure de l'espace-temps et avec une résolution extrêmement fine. Ils permettraient donc de cartographier les anomalies gravitationnelles et les distorsions autour du vaisseau. Du coup, ça fournirait des données essentielles, hein, pour le maintien de cette fameuse bulle warp. Puis après aussi, on a l'imagerie gravitationnelle, hein, donc c'est une technologie qui pourrait utiliser des ondes gravitationnelles pour créer une image dynamique de l'espace-temps environnant. Et en détectant les ondes gravitationnelles émises, hein, par des objets massifs, hein, eh bien, l'équipage pourrait anticiper et éviter les perturbations, hein, potentiellement déstabilisantes pour la bulle warp. Parce que oui, si vous vous déplacez d'un système solaire à un autre, forcément, vous allez peut-être passer par des étoiles mortes, enfin des étoiles, ou peut-être des petits trous noirs, ou même voilà, des systèmes binaires, ou même, voilà, il y a tellement de choses, tout est possible dans l'univers, donc c'est bien de savoir un peu qu'est-ce qui va se passer sur notre route. Donc si on peut éviter certains problèmes, autant l'éviter. Ensuite, on a les systèmes de navigation adaptative. Donc on a les contrôles automatiques de la bulle, hein. C'est un système de contrôle automatique qui utilise des algorithmes sophistiqués, hein, avec l'IA pour ajuster en temps réel les paramètres de la distorsion spatiale, hein. Et ce système, il utiliserait les données de capteurs, de plusieurs capteurs pour moduler en fait la métrique d'Alcubierre et ça assurerait que la bulle elle reste stable, hein, et qu'elle a surtout aussi la bonne trajectoire. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, hein, bien sûr, et il faut qu'il y ait des IA avancées qui vont analyser les données en temps réel, hein, pour anticiper les variations de l'espace-temps et ajuster la bulle de distorsion en conséquence aussi, bien sûr. Et ces IA pourraient apprendre, hein, des voyages précédents pour optimiser les trajets futurs, qui réduiraient ainsi les risques de perturbations imprévues, quoi. Mais bon, je préférais qu'elles apprennent
avant qu'on se fasse tuer juste pour faire un test, quoi. Ça serait cool. Alors, ça demande des challenges techniques et scientifiques. Je vais boire un peu d'eau, je vous prie de m'excuser. Donc tout d'abord, hein, comme challenge technique, on a la précision et la réactivité. Il va falloir des ajustements, hein, de cette fameuse blue warp qui doivent être extrêmement précises, hein, et rapides pour compenser les variations de l'espace-temps. Bien sûr, toute erreur ou retard pourrait déstabiliser cette bulle et ça entraînerait des conséquences potentiellement catastrophiques, hein. Ensuite, on a la robustesse des matériaux, on en avait déjà parlé aussi longuement. Il faudra forcément des matériaux pour la structure du vaisseau, hein, qui doivent résister aux forces extrêmes qui sont générées par la distorsion spatiale. Et ça nécessiterait donc des innovations en sciences des matériaux pour développer des structures capables de maintenir leur intégrité, hein, sous ces conditions, bien sûr. L'énergie et les ressources aussi, il va falloir des... Parce que, en gros, pour la navigation par distorsion spatiale, hein, il va falloir une immense quantité d'énergie pour créer et maintenir la bulle warp. Si vous vous souvenez bien, je vous avais un peu expliqué brièvement qu'il fallait à peu près la quantité d'énergie d'une planète comme Jupiter pour créer une bulle warp. Donc forcément, le développement de ces sources d'énergie qu'il va falloir, hein, c'est un défi crucial forcément pour le futur, parce que sinon on n'y arrivera jamais, mais on n'y est pas encore. Et bien sûr, après, ça a des applications potentielles et des perspectives futures, hein, parce que forcément, quand on réussira à créer ces fameuses bulles warp et que ça sera bien maîtrisé, ça permettra l'exploration interstellaire, donc la capacité de naviguer par distorsion spatiale, ça va révolutionner l'exploration de l'univers. Ça permettra des voyages vers des systèmes stellaires très distants, en un temps beaucoup plus court, hein, ce qui est actuellement impossible, hein, par la propulsion conventionnelle, bien sûr. Après, on aura des missions forcément de sauvetage et des missions de récupération. Il y aura des missions de sauvetage interstellaires, hein, qui pourront être effectuées plus rapidement, qui permettraient une réponse rapide en cas d'urgence, hein, dans des régions de l'espace éloignées, si on veut, je sais pas moi, récolter des matériaux sur une planète ou sur une lune. Et pareil aussi, on aura les développements de réseaux de navigation spatiale, hein. Forcément, à long terme, on aura des réseaux de navigation qui seront établis et qui utilisera des balises gravitationnelles même des corridors, hein, de distorsion pour guider en fait les vaisseaux en toute sécurité à travers l'espace-temps déformé, bien sûr. Alors, faisons une petite conclusion pour ce point-ci. Après, on parlera des réseaux de communication quantique. Ça aussi, c'est un bon sujet. La navigation par distorsion spatiale, hein, donc, elle représente une avancée technologique fascinante et complexe. Elle est ancrée, hein, dans cette fameuse théorie de la relativité générale et de la métrique d'Alcubierre. Et bien que de nombreux défis techniques et scientifiques doivent être encore surmontés, les progrès dans ce domaine, hein, ils pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de voyage interstellaire. Ça transformerait notre compréhension, notre capacité à explorer l'univers. Et voilà, je vous explique même pas le potentiel que ça a, quoi. Du coup, la recherche continue, hein, bien sûr, et les innovations en physique aussi, en ingénierie et en technologie de capteurs, c'est essentiel, hein, pour réaliser ce, ce, ce défi potentiel révolutionnaire, quoi. Alors là, on va rentrer dans un autre sujet aussi qui me passionne particulièrement, c'est tout ce qui est communication quantique. Ça, je trouve ça incroyable. En gros, le développement de réseaux de communication quantique, il repose sur des principes avancés, hein, de la mécanique quantique, et notamment l'entrelacement quantique. Donc pour permettre en gros des échanges d'informations instantanés sur des distances astronomiques, eh bien cette technologie, bien que largement théorique, hein, pour le moment, elle offrirait un potentiel révolutionnaire pour surmonter les limitations de la communication conventionnelle à des vitesses supraluminiques. Et donc je vais vous détailler un peu comme ça ce concept avec ses implications. Alors, d'abord, la définition de l'entrelacement quantique. L'entrelacement quantique, c'est un phénomène où deux ou plusieurs particules, hein, deviennent corrélées, hein, de manière telle que l'état de l'une d'entre elles, elle est instantanément lié à l'état de l'autre, ou des autres, et indépendamment de la distance qui les sépare aussi. Donc cette corrélation, elle persiste même si les particules sont séparées par des années-lumière, et ce qui permet des échanges d'informations instantanés en théorie. Et après, bien sûr, il y a la mesure et la corrélation. Donc, lorsqu'une particule entrelacée est mesurée, son état quantique est déterminé et simultanément, l'état de la particule qui est entrelacée correspondante est fixé. Donc, ce phénomène semble violer en fait le principe de la limitation de la vitesse de la lumière, mais il ne permet pas de transmettre des informations plus rapidement que la lumière de manière classique, hein. Par contre, il permet néanmoins une corrélation instantanée des états quantiques. Alors, si vous n'avez pas trop compris, je vous recommande d'aller dans les épisodes précédents, j'en parle plus précisément. Parlons maintenant donc de ces fameuses applications dans cette communication quantique. Quelles sont-elles? Tout d'abord, la cryptographie quantique, hein. Donc, vous avez l'entrelacement quantique qui est déjà utilisé, hein, dans les systèmes de cryptographie quantique, où il permet la création de clés cryptographiques qui sont sécurisées par des canaux quantiques. Et ces clés sont extrêmement difficiles à intercepter ou à déchiffrer, hein, sans perturber le système.
assurant une communication ultra sécurisée. Et après, on a la téléportation quantique. Bien que le terme téléportation soit souvent associé à la science-fiction, dans le contexte quantique, en fait, il se réfère au transfert d'état quantique d'une particule à une autre via l'entrelacement. Donc sans transfert physique de la particule elle-même. Et ce principe, il pourrait théoriquement être utilisé pour transmettre des informations quantiques à des distances astronomiques. Donc, bien sûr, c'est des défis techniques et scientifiques. Il va falloir préparer et maintenir des états entrelacés de ces fameuses particules. Donc il va falloir créer et maintenir des paires de particules entrelacées sur de longues distances, et forcément ça va être extrêmement difficile. Les particules elles doivent rester aussi dans des états quantiques spécifiques, sans décohérence, ouais, et ce qui nécessite en fait des environnements extrêmement contrôlés et stables. Ensuite, donc l'autre défi, c'est la décohérence et le bruit quantique. En gros, les états quantiques sont très sensibles aux perturbations environnementales, et la décohérence où les particules perdent leur entrelacement en interagissant avec leur environnement, ça représente forcément un défi majeur pour la communication quantique sur de longues distances, quoi. Après, vous avez donc le troisième défi technique et scientifique, c'est tout ce qui est infrastructure et technologie. Il va falloir forcément développer des infrastructures capables de générer, maintenir et manipuler des états quantiques sur des échelles astronomiques. Et ça nécessite des avancées significatives en ingénierie quantique et en technologie des matériaux. Parlons un peu des potentiels de réseaux de communication quantique. Tout d'abord, on a les échanges d'informations instantanés. Si les défis techniques peuvent être surmontés, les réseaux de communication quantique ils pourraient permettre des échanges d'informations instantanés entre des vaisseaux spatials ou des bases terrestres, qui révolutionneraient donc la communication interstellaire. Ça aurait aussi des applications scientifiques et militaires. Outre les communications civiles, les réseaux quantiques ils pourraient avoir des applications militaires et scientifiques qui permettraient des réseaux de capteurs quantiques pour la détection et la navigation dans l'espace profond. Et bien sûr, on en a déjà parlé, la sécurité et la cryptographie. La communication quantique, elle offrirait des niveaux de sécurité sans précédent qui seraient cruciaux pour les missions spatiales sensibles, où les transmissions doivent être protégées contre toute interception ou perturbation. Je suppose que dans 1000 ans, il y aura certainement des pirates de l'espace. Voilà. Ensuite, nous allons parler des avancées nécessaires pour cette réalisation. Tout d'abord, il va falloir améliorer les technologies de détection. Donc, il va falloir développer des détecteurs quantiques plus sensibles et résistants à la décohérence pour améliorer la stabilité et la durée des états entrelacés. Ensuite, il va falloir des réseaux de relais quantiques. Il va falloir utiliser des satellites ou des relais spatials équipés de technologies de communication quantique pour étendre la portée des réseaux quantiques et maintenir cette cohérence des états entrelacés sur de longues distances. Et enfin, la recherche en physique fondamentale, il va falloir poursuivre la recherche fondamentale pour mieux comprendre les mécanismes de l'entrelacement et de la décohérence. Et ça va ouvrir la voie à de nouvelles techniques de manipulation et de contrôle des états quantiques. Donc vous voyez, les réseaux de communication quantique représentent une frontière fascinante et prometteuse pour la communication supraluminique. Moi, je trouve ça passionnant en tout cas. Et quand on va surmonter ces défis techniques et scientifiques, quand on va les surmonter en tout cas, ça va révolutionner notre capacité à communiquer instantanément à travers des distances incroyables. Ça transformerait bien sûr notre approche des missions spatiales et de l'exploration interstellaire. Et les progrès en physique quantique, en ingénierie des matériaux et en technologie des détecteurs, ça sera forcément essentiel pour réaliser ce potentiel. Et ça va ouvrir des nouvelles perspectives pour l'avenir de l'humanité dans l'espace. Faisons une belle conclusion sur cet épisode 12 qui vous a, je pense, transporté au cœur des défis et des merveilles du voyage supraluminique. Ça révèle comment la science avancée et les spéculations théoriques pourraient un jour permettre à l'humanité de franchir les dernières frontières de l'espace et du temps. Imaginez un avenir où nos vaisseaux spatials navigueraient à des vitesses défiant l'imagination, transcendant les limites actuelles de la physique, pour explorer les recoins les plus éloignés de notre univers. Les innovations en navigation et en communication supraluminique, elles promettent de révolutionner notre compréhension du cosmos. En surmontant ces obstacles techniques tels que le surpassement des signaux lumineux et la relativité, on pourra découvrir de nouvelles méthodes pour déterminer notre position dans l'espace et communiquer instantanément sur des longues distances astronomiques. Les technologies de détection quantique, l'exploitation des phénomènes cosmiques et les avancées en physique des particules et même en simulation informatique, et ça va forcément ouvrir des perspectives incroyables pour la création et la manipulation de matières exotiques. Donc imaginez des vaisseaux équipés de systèmes de navigation par distorsion spatiale, capables de cartographier et d'ajuster leur trajectoire en temps réel grâce à des réseaux de communication quantique ultra avancés, ça serait une dinguerie.
et les collaborations internationales élargies et les théories alternatives en gravité quantique pourraient fournir les clés pour intégrer la matière exotique dans notre compréhension de l'univers, et ça transformerait nos rêves les plus audacieux en réalité. Donc cet épisode, il met en lumière un futur où les voyages suprahéminiques ne sont pas plus seulement l'apanage ou la panacée, on va dire, de la science-fiction, mais ça pourrait vraiment être une possibilité tangible, prête à être explorée par les esprits les plus brillants de notre époque. Donc je pense qu'on est vraiment, à l'aube de découvertes incroyables. Vous allez voir, je suppose que dans les années à venir, on va découvrir des trucs incroyables. Et voilà, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous a vraiment plu. Il a été scindé en deux pour une meilleure digestion, si je peux dire. Mais ouais, c'est vraiment un épisode qui est vraiment très 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 intéressant. J'ai beaucoup aimé le produire, ça a été vraiment très 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 sympa à le faire. Alors, nous allons maintenant faire un petit point sur le prochain épisode, puisque là on a terminé nous avons terminé donc le point numéro 3, donc tout ce qui est défis technologiques et scientifiques, donc plus précisément sur ces deux épisodes, les défis de navigation et communication à des vitesses supraluminiques. Et pour le point numéro 4, donc pour le point numéro 4 du sommaire, on va maintenant parler des progrès et des expérimentations actuelles. On va parler de choses réelles, actuelles, et plus précisément pour le prochain épisode, des recherches et des expériences théoriques et des initiatives actuelles en physique et en astrophysique. Voilà, ça va être un épisode qui va être vraiment intéressant aussi, vous allez voir. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la visibilité, commentez si vous avez des questions en relation avec cet épisode, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Des fois je mets un peu de temps, mais je vais y répondre. Et bienvenue aux nouveaux abonnés encore une fois, et merci à tous de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.